il y a 4 postes à pourvoir, ce qui est beaucoup. Mais il me semble en effet que 24 juges pour quatre nominés, ça paraît beaucoup. Mais je crois que ça voudrait vous montrer de la part en tout cas du ministre, là, une volonté d'ouverture et de montrer qu'il y a quand même beaucoup de candidats et que la commission la commission de nomination des juges aura plus que l'embarras du choix. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec maître Philippe Koskas. Philippe, bonjour, Boker Tov. Boker Or, bonjour Daniel. Alors vous êtes juriste et on avait bien besoin de votre éclairage pour essayer de comprendre un peu la démarche qui s'est produite hier, qui est peu courante, il faut bien l'avouer. Le ministre de la Justice, Gideon Sa'ar, a publié une liste de 24 candidats qui sont candidats donc à des postes au sein de la Cour suprême. La Cour suprême qui est en train, on va dire, de subir une sorte de changement, de renouvellement avec le départ de 4 juges et leur remplacement prochainement, dans les prochaines semaines. Alors, d'abord, premièrement, est-ce que je me trompe en disant que c'est peu courant qu'il y ait tant de candidats et tant de postes à pourvoir dans la Cour suprême? Écoutez, souvent la liste des candidats d'ailleurs n'était pas publiée là, donc il y a une petite originalité dans le sens où là on publie, ou alors vraiment on publiait que la shortlist, c'est-à-dire que ceux qui arrivaient vraiment en bout de course. Oui. Donc souvent il y avait le choix entre quelques candidats, mais comme vous l'avez bien dit, il y a 4 postes à pourvoir, ce qui est beaucoup. D'habitude, il manque un juge, il manque 2 juges. Là, il y en a 4, c'est beaucoup. Mais il me semble en effet que 24 juges pour quatre nominés, ça paraît beaucoup. Mais je crois que ça voudrait vous montrer de la part en tout cas du ministre, là, une volonté d'ouverture et de montrer qu'il y a quand même beaucoup de candidats et que la commission la commission de nomination des juges aura plus que l'embarras du choix. Alors, en consultant cette liste, on voit une forme de diversité, de diversification des fonctions au sein du monde de la justice israélienne. Il y a des universitaires, des professeurs d'université, il y a des avocats, il y a des juges, que ce soit des juges dans le civil ou même des juges qui ont travaillé dans l'échelon militaire israélien. C'est cette volonté affirmée de Gideon Sa'ar de proposer, de diversifier cette Cour suprême, qu'elle ne ressemble plus à cette Cour suprême des années, on va dire, 2000, où il y avait, on va dire, un moule très clair de disciples du professeur Aaron Barak et pas grand-chose d'autre, une sorte de pensée unique. Aujourd'hui, on va vers une pensée diversifiée dans la Cour suprême. Je pense que de toute manière, elle existe déjà même dans la Cour suprême actuelle. On peut considérer qu'il y a un nombre de juges dans la Cour suprême actuelle qui sont beaucoup moins sur ce que vous aviez appelé la pensée unique de Aaron Barak. Mais j'allais dire que le mode de pensée, ça vient pas forcément d'où on vient. Et la Cour suprême a toujours été extrêmement diversifiée. On nomme traditionnellement à la Cour suprême fondamentalement à la base beaucoup des juges qui étaient donc des juges qui avaient commencé au tribunal de paix, qui étaient montés au tribunal de district. Donc en jeu, on nomme souvent des juges, c'est plus de 50% des nominations. On nomme également à la Cour suprême des gens qui étaient conseillers juridiques du gouvernement, des avocats de renom. C'est le cas aujourd'hui, par exemple, un des juges s'appelle Danziger. Il était avocat, il n'a jamais été juge, n'a même servi la praklitout, c'est-à-dire le parquet. Et puis on nomme également des avocats de haut nom qui ont travaillé au parquet. Donc si vous voulez, ça a toujours été très diversifié. Et puis là, dans ce cas-là, d'ailleurs, parmi les 4 juges, il y aura évidemment un avocat arabe parce qu'il est de tradition, de nommer un avocat d'origine arabe parmi les juges de la Cour suprême. Alors, il y a cet éternel débat ou ce bras de fer éternel entre les libéraux et les conservateurs. On l'avait vu beaucoup lors du mandat d'Ayelet Shaked, où elle avait essayé de faire rentrer dans la Cour suprême de plus en plus de juges conservateurs. Est-ce que vous avez le sentiment que sous Gideon Sa'ar et avec la composition actuelle de la commission de nomination des juges, cette tendance à faire rentrer plus de juges conservateurs va se poursuivre ou elle va être freinée ?
Eh bien, écoutez, moi, je me porte un peu en faux par rapport à cette définition de juges libéraux et juges conservateurs. On peut s'apercevoir que les juges conservateurs, voire même ultra-conservateurs qui avaient été nommés, on voit dans leur jurisprudence qu'elles sont extrêmement libérales. Et donc, ça ne veut absolument rien dire. Il faut voir que les juges ne sont pas là pour exprimer leurs opinions politiques. Ils ont des cas et ils doivent trancher au cas par cas. Et j'allais dire que c'est un petit peu la différence qui existe entre la Cour suprême américaine et la Cour suprême israélienne. La Cour suprême israélienne, bien souvent, tranche en fait des cas personnels. Et on peut s'apercevoir, et on s'aperçoit tout à fait d'ailleurs, que des juges qui étaient conservateurs et même ultra conservateurs, ma foi, dans un cas appliqué, donne une jurisprudence qui est extra libérale. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement difficile. Mais vous dites, Philippe, que la Cour suprême juge des cas personnels. C'est vrai certainement, mais il y a aussi des cas à très forte connotation politique. Je pense par exemple à la décision d'évacuer les habitants de Khan el-Ahmar, ce village bédouin illégal dont la Cour suprême a reconnu l'illégalité. On voit par exemple la Cour suprême, elle a repoussé à plusieurs reprises, y compris ces derniers jours, la mise en application de cette demande de faire évacuer les habitants, probablement parce qu'elle comprend que politiquement il y a un problème. C'est-à-dire, elle est teintée de politisation, cette Cour suprême. Non, moi je suis pas forcément d'accord, y compris dans l'exemple que vous me soumettez sur Khan el-Ahmar. Bien souvent, la Cour suprême, en fait, elle n'a pas décidé elle-même. C'est l'État qui a demandé de repousser l'exécution de la décision. Vous avez bien compris que la Cour suprême, tout simplement, si vous voulez, il n'y a pas une question. D'abord, un juge reste un juge. Il peut être un peu plus libéral, il peut être un peu plus conservateur, mais il est là pour appliquer le droit. Donc, vous ne attendez évidemment pas de la Cour suprême que Khan el-Ahmar, qui est donc une implantation illégale, soit cachérisée, j'allais dire, par la Cour suprême. Elle n'a pas été le cas. Or, c'est l'État c'est l'État qui a demandé de repousser l'exécution de cette décision. Et dans ce cas-là, je vais vous dire, ça c'est une jurisprudence qui est depuis très très longtemps. La Cour suprême n'intervient pas. En général, elle ne rentre pas trop dans ça arrive lorsqu'on repousse, par exemple, on a bien vu, lorsqu'on l'a vu, par exemple, dans le problème des conversions, où l'État avait demandé report après report après report, et puis ça a duré comme ça des dizaines d'années. Au bout d'un moment, la Cour suprême s'est énervée, a dit non, moi je suis contre les reports. Et donc, Khan el-Ahmar, quand il y a 1 ou 2 ou 3 reports, la Cour suprême reporte, elle n'intervient pas en direct dans la vie politique s'il y a un problème, j'allais dire, sécuritaire qui est à la clé. Alors, je voudrais peut-être reposer ma question. Vous pensez que la commission de nomination des juges aujourd'hui, elle tend, de par la configuration à la fois du gouvernement actuel, qui est un gouvernement, on va dire, très vaste, très hétéroclite, on l'a dit, est-ce que vous avez le sentiment que cette commission, elle est plus favorable à une forme de validation de juges plus libéraux ou plus conservateurs, même si vous n'aimez pas la séparation? Je comprends ce que vous voulez dire, c'est pas du tout que je comprends pas, mais bien souvent, je vous répète, on a vu on est très surpris de voir des jurisprudences qui émènent de juges dits libéraux qui sont extrêmement conservateurs. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, la composition de la commission est en fait une commission qui est composée, il y a 9 personnes, elle est composée de 5 personnes qui émanent du monde juridique, donc 3 qui sont représentants des juges, 2 qui sont représentants du barreau, et 4 qui émanent du monde, j'allais dire, politique. 2 représentants de la Knesset, 2 représentants de l'exécutif. Donc si on voit bien, l'exécutif n'a pas la majorité. Et ça c'est depuis la création de l'État, n'a pas la majorité dans la nomination de ces juges. Et donc moi je crois que ça peut influencer, c'est pas que ça n'influence pas, ça influence, mais j'allais dire pas de manière fondamentale. Si vous voulez, le fait qu'un tel gouvernement ou tel gouvernement, la Knesset c'est la Knesset, et puis le représentant des barreaux, il y a 2 représentants donc du barreau et 3 représentants des juges, ça change pas.
Ça change pas, à part si, par exemple, les représentants du barreau sont de telle ou telle tendance, hein, comme c'était le cas avec le précédent chef du barreau qui avait été destitué. Absolument. Absolument. En fait, ce qui avait été fait, en effet, par Ayelet Shaked, dont vous avez évoqué le nom, il y a eu une sorte de compromis, parce qu'au sein de la commission, il y a évidemment des compromis, comme dans toutes les commissions, il y avait une sorte d'alliance entre le ministère de la Justice et le barreau. Et donc, en fait, vous voyez bien que ça part entre l'exécutif et le barreau. Donc, il y avait 2 voix du barreau, 2 voix de l'exécutif, ça faisait déjà 4 voix, tout à fait. Mais a priori, de manière traditionnelle, vous avez bien vu, ça a été dénoncé, il n'y a pas des accords automatiques qui se passent comme ça a été dans le cas, dans le passé. La nomination de ces juges, elle interviendra dans combien de temps, à votre avis ? C'est difficile. Il va avoir ça. Il va y avoir les 24. Ils vont pas piocher dans les 24. Oui. Ils vont faire, comme je l'ai dit, une shortlist, c'est-à-dire qu'il va avoir une liste de nommables. Donc je suppose que la shortlist, elle va comporter peut-être 8 personnes. Et puis dans les 8, ils prendront 4. Donc moi je suppose que ça devrait se faire dans le mois qui suit. Eh bien, merci beaucoup Philippe Koskas de nous avoir éclairé sur cette démarche que vous le disiez donc plutôt originale de la part du ministre de la Justice Guidon Sarr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Shabbat Shalom. Bonne journée, Shabbat Shalom.